Est-ce que tu connais ou pas les 8 sites américains qui ont le plus de trafic? Je dois pouvoir les trouver, mais ça me semble compliqué. J'aurais dit Google, Facebook, YouTube, si on considère que c'est deux sites différents. Dans l'ordre, Euh, hein, dans l'ordre. Donc Google en premier. ouais, j'aurais dit Google en premier. Vas-y. Ok. J'aurais dit Facebook en deux, YouTube en trois, ou l'inverse. J'aurais dit un truc genre un truc de news, genre CNBC ou une grosse chaîne de news, peut-être la Fox ou je sais pas quoi. J'aurais dit X, Twitter, euh, Insta, Instagram. J'aurais dit probablement Reddit et Amazon, un truc comme ça. Ok, je te l'ai fait. En Vas-y. un, on a Google qui est valorisé à peu près 137 milliards aujourd'hui, mais ça on va revenir dessus juste après. En 2, on a YouTube. Ouais. En trois, mec, on a Reddit. Truc incroyable. En 3. Incroyable. En 4, on a Facebook. En 5, alors je pense que sur ce classement, ils disent Facebook, Facebook, Instagram, je pense qu'ils ont mis les deux, hein, très certainement. En Ok. 5, on a Amazon, ça m'étonne Ouais. pas. En 6, on a Pornhub, site que Oui. tu as oublié, ce type de site qui connaît des trafics de dingue. En Ouais, ça. 6, du coup, en 6, on a Pornhub, en 7, on a Wikipédia, et en 8, on a Yahoo. Alors pourquoi est-ce que Ok. je fais ça? C'est parce que ce qui est hyper intéressant, c'est qu'aujourd'hui, Google est valorisé du coup 137 milliards. YouTube, Non, non, pas aujourd'hui, 137 milliards. 1300 milliards, je pense, mec. 1300 milliards. Ah, my bad alors, très, très Je pense certainement. que c'est 1,3 trillion. Parce que Microsoft est valorisé à peu près à 3 trillions et il n'y aurait pas autant d'écart. Enfin, tu vérifieras, mais je pense que c'est 1300 milliards, je pense, mec. Alors, attention, est-ce que là tu parles de Google ou est-ce que tu parles de Alphabet? Ah, moi, je te parle de Alphabet, le groupe. Ok. Moi je te parle vraiment de l'entité Google et de l'entité YouTube. Ok, ok, d'accord. Bon, toujours est-il que ce qui est hyper intéressant, c'est que les premiers sites, le 1 et le 2 sont valorisés des centaines de milliards. Facebook aujourd'hui est valorisé 560 milliards, pardon, c'est le quatrième. Et le troisième, qui capte énormément de trafic au sein des États-Unis, eh bien, compte faire une IPO, compte rentrer en bourse dans les prochains jours, pour une valorisation attendue de 5 milliards. C'est là où ça va devenir intéressant et c'est là où j'aurais pas mal de questions à te poser. Mais avant ça, juste pour faire un petit récap sur Reddit, pour rappel, ça a été fondé en 2005. Petite parenthèse sur ça, faut reconnaître quand même à quel point les fondateurs ont su résister, ont su tenir l'abnégation des fondateurs de la plateforme, ce qui est assez fou. Aujourd'hui, c'est 70 millions d'utilisateurs actifs sur la plateforme. C'est 500 millions d'utilisateurs chaque mois. C'est à peu près 800 millions de CA pour 2023, mais ils n'ont pas été rentables d'ailleurs avec 60 millions de pertes juste pour l'année 2023. Et un business model qui se base essentiellement sur la publicité, c'est comme ça qu'ils arrivent à faire le plus de thunes. Et petit nouveau, je sais pas si tu l'as vu ou pas, mais une nouvelle manière de monétisation qu'ils ont réussi à développer, c'est vendre des licences où en fait ils vont vendre toute leur base de data pour nourrir de l'IA qui vont vendre, du coup, c'est des licences qui vont vendre à des Google, à des Facebook et compagnie. Et ils ont Ouais. réussi à signer un premier contrat à 60 millions par an à Google, ce qui a d'ailleurs fait polémique et ce qui d'ailleurs fait polémique justement pour cette IPO, on y reviendra, mais voilà. Juste pour le business model, du coup, deux types de business model. Et du coup, ils comptent faire une IPO dans les prochains jours. Alors, c'est un événement qui peut paraître lambda, mais c'est un événement qui est assez intéressant pour 1, 2, 3, 4, 5 raisons. La première, c'est que c'est la première intro en bourse, la première IPO d'un média social depuis 2019, depuis Pinterest. Donc ça date. Forcément, il y a certaines attentes. Forcément, on avance vers l'inconnu. Deuxièmement, c'est la première grosse intro de 2024. Troisièmement, c'est une intro qui intervient dans un nouveau boom de certains titres. On pense notamment à Nvidia qui dépasse les 2000 milliards de valo, qui a dépassé récemment les 2000 milliards de valo. Et du coup, on se demande comment va réagir le marché avec cette nouvelle euphorie sur les marchés. Et puis, c'est pas un événement lambda parce que Reddit n'est pas une boîte lambda. Reddit compte permettre à plus de 70 000 modérateurs, donc c'est les personnes les plus actives sur la plateforme, qui permettent gratuitement de modérer un certain nombre de subreddits, d'acheter des actions au prix de l'introduction en bourse.
forcément, ce qui va pouvoir entraîner une certaine instabilité. Mais surtout, on sait que les utilisateurs de la plateforme Reddit ont une certaine influence. On se rappelle notamment de ce qui s'est passé avec l'affaire GameStop, où le subreddit Wall Street Bets avait réussi à mettre à mal de très gros fonds d'investissement qui, tout en s'organisant sur du coup ces subreddits-là. Donc, on sait que les users, les utilisateurs de Reddit peuvent avoir une influence considérable sur les marchés. Et malgré ça, Reddit va permettre à plus de 70 000 de ses users d'investir au prix de l'entrée en bourse. Donc bon, voilà le résumé rapide de la situation. Donc avant d'enchaîner, je suis chaud, je suis partant que tu nous rappelles rapidement déjà ce qu'est une IPO, pourquoi en faire une, les risques, les gains pour les fondateurs aussi, parce que je sais que c'est à ce moment-là où généralement les fondateurs se mettent plein les poches. Et aussi, moi, ce qui m'intéresse, c'est, bon, il y a plein de questions en une, mais ce qui m'intéresse aussi, c'est les gains pour les banques, parce que je sais qu'il y a pas mal de banques, il y a pas mal d'acteurs qui travaillent dessus. Comment les gains sont répartis, combien est-ce que chaque acteur protagoniste gagne de l'affaire. Puis voilà, après, on parlera pleinement de Reddit. Ok, donc pas mal de questions. Donc déjà, une IPO, c'est en anglais Initial Public Offering, à savoir introduction en bourse. Donc l'idée, c'est très simple. C'est t'as une boîte qui est ce qu'on appelle privée, en tout cas dont tu ne peux pas acheter les actions toi si tu n'es pas en contact direct avec le board, les fondateurs et ainsi de suite. Et où toute transaction se passe entre guillemets de gré à gré, donc tu es obligé, sauf maintenant il y a des petites plateformes qui permettent de le faire, mais globalement tu es obligé de connaître les fondateurs, de faire un contrat, de le signer, qu'on appelle dans la plupart des cas un pacte d'actionnaire ou de réviser le statut, mais bon, pacte d'actionnaire la plupart du temps. Tu signes ce pacte d'actionnaire, t'envoies l'argent, eux ils envoient un truc, en France en tout cas, au greffe du tribunal de commerce, t'es propriétaire des actions et ainsi de suite. Donc ça c'est quand t'es privé. L'avantage de passer en public, c'est que tout le monde, avec son smartphone, peut acheter des actions en 2 clics. Donc, tu te retrouves avant avec uniquement des gens que tu connais qui peuvent investir, ou des gens que tu vas démarcher, des VC, des fonds private equity et ainsi de suite, blablabla, toute la tripotée de fonds qui investit en privé. Tu passes sur le monde public, donc ces gens-là peuvent continuer à investir, même si c'est pas leur métier, mais théoriquement ils peuvent le faire. Et en plus, tu te récupères tout le marché qui peut investir. Donc, tu te récupères les hedge funds, donc tous les gros acteurs. Tu te récupères les BlackRock et compagnie, les Vanguard. Tu peux être intégré à des ETF. Tu peux avoir des assurances, AXA et ainsi de suite qui viennent mettre de l'argent chez toi. Et tu as monsieur tout le monde qui peut venir mettre 50 € chez toi pour acheter 2 actions. Bon, tu vas me dire, ok, cool, mais ça sert à quoi? C'est un merveilleux moyen de récupérer de la liquidité. Parce que là où avant, tu avais un nombre limité d'acteurs que tu étais obligé de contacter un par un, là, tu t'ouvres à tout le monde qui peut acheter. Tu as un autre problème qui vient avec ça quand même, c'est que tu t'exposes, et on va en parler après, à tout le monde qui peut vendre aussi. C'est-à-dire que tu as les deux côtés de la pièce. Dans une entreprise, quand tu es encore en privé, tu peux pas avoir de panic sell si tu veux. Personne va vendre pour vendre tes actions, même principe, il faut que tu trouves un acheteur, il faut que l'acheteur soit validé par les fondateurs ou par les personnes qui dirigent le board, et ainsi de suite. Donc tu peux pas avoir de genre, hey, je vends tout demain, voilà, il n'y a pas ça, il n'y a pas cette liquidité. Là, en bourse, tout le monde peut vendre du jour au lendemain et faire effondrer le cours. Donc tu as des nouvelles problématiques, mais mine de rien, c'est un super moyen de trouver de la liquidité pour financer la suite de sa croissance. Donc ça c'est une IPO, et comment ça se passe? Donc aux États-Unis, tu publies un document qu'on appelle un S1, qui est un document qui explique comment se porte la boîte, quels sont ses chiffres, là de manière auditée, et tu peux pas et plus mentir sur ces chiffres. Ce qui d'ailleurs, on avait parlé de WeWork dans une ancienne vidéo, au moment où WeWork a voulu lancer son IPO, c'est dans ce fameux document, le S1, que tout le monde s'est rendu compte que c'était un peu bullshit et qu'ils avaient magouillé une partie de leurs chiffres, ou en tout cas qu'ils n'avaient pas donné une vraie image de la réalité. Quand les comptes ensuite sont audités, tu es obligé de dire on gagne tant, on dépense tant, il reste tant, fin de l'histoire. Enfin, truc très simple. Et c'est ça qui a fait péter l'IPO de WeWork. Là, Reddit, j'ai l'impression qu'ils ont donné dès maintenant des vrais chiffres en disant de toute manière, on n'est pas rentable. Donc quand vous venez, vous savez ce que vous achetez.
Ce qui est une bonne stratégie, puisque de toute manière, ça se voit. Donc voilà pour l'IPO. Et donc qu'est-ce qui se passe? C'est que l'IPO, il y a un jour, disons un X mars, bon je pense que ce sera plus loin que ça, mais donc, disons le 20 mars. Et donc le 20 mars, l'action est introduite en bourse et tout le monde peut acheter à partir de ce moment-là. Et donc tu as un prix de l'IPO, donc le prix d'ouverture. T'achètes et puis ensuite l'action est cotée, elle bouge tous les jours comme toutes les autres actions de la planète. Voilà pour ce que c'est une IPO. Je te laisse répéter quand même la question 2. Ok, maintenant ce qui m'intéresse, c'est lors d'une IPO, je sais que les fondateurs gagnent un certain pactole. Comment ça marche, comment ça se passe et comment aussi sont répartis les gains avec les différentes banques, les acteurs de cette IPO. En fait, si tu veux, les gains et les fondateurs, c'est disons les gains sur techniquement le fait de faire une IPO et les gains liés aux fondateurs, c'est deux choses un peu différentes. Ce qui se passe, c'est que sur une IPO, tu vas donner une valorisation de départ. Donc ta valorisation de départ, disons, là tu m'as dit tout à l'heure, c'est que c'est 5 milliards. Moi j'avais vu des rumeurs autour des 10, mais peu importe. Disons que tu introduis pour 5 milliards. Ouais. Par contre, ce principe-là. En fait, juste pour revenir sur ça, les 10 milliards, c'est lorsqu'ils ont fait une levée de fonds en 2021 sur une valeur de 2 milliards. Justement, je crois qu'ils avaient levé 100 ou 200 millions. Et justement, ça fait un peu polémique parce que leur target lors de cette IPO, d'après ce que j'ai lu, serait de 5 milliards parce qu'ils considèrent que c'est une target qui est plutôt réaliste. Et forcément, les derniers entrants lors de la levée de fonds de 2021, c'était une époque différente, avec des valorisations qui étaient totalement différentes, sachant que la boîte était même pas encore rentable et je crois qu'ils faisaient même pas encore 500 millions de chiffre d'affaires. Enfin, c'était quand même une valeur de dingue. C'était 20 fois la valorisation de 20 fois le chiffre d'affaires en valorisation, ce qui paraît assez délirant. Donc voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui ils visent 5 milliards au lieu de 10. Ouais. Ça, en 2021, c'était normal. C'est-à-dire qu'en 2021, 20 fois ton CA, c'était, entre guillemets, c'était pas un problème. Et en plus, je crois que c'était pire que ça parce que c'était 15 milliards la dernière valo sur laquelle ils ont levé. À revérifier, mais je crois que c'était 15. Enfin, mais c'était une autre époque. Toutes les valorisations se sont fait défoncer, donc ça, c'est normal. Enfin, c'est normal. On le voit beaucoup en ce moment, les dernières entrées se font tordre. Mais bon, après, ils ont des clauses dans les packs d'actionnaires, donc je suis pas hyper inquiet pour eux. Tu as des clauses qu'on appelle de liquid pref, donc en gros des clauses de liquidation préférentielle, c'est-à-dire que sur les gains, ils vont récupérer à minima leur investissement. Donc, enfin, ça dépend comment ça a été signé, je connais pas le pack d'actionnaires de chez Reddit, mais pour beaucoup de boîtes, les invests sont quand même plus ou moins protégés. Alors c'est sûr, en 2021, on a un peu dérégulé le marché, donc il y a plein de packs d'actionnaires qui étaient hyper avantageux pour les founders, mais tu as quand même des clauses qui te défendent un peu en tant qu'investisseur. À voir, celle-là, elle reste à checker, j'ai évidemment pas les documents officiels. Et ils sont pas accessibles. Donc, les fondateurs. Donc, déjà, tu as une valorisation cible, disons 5 milliards, et les banques auxquelles tu fais référence, c'est des banques d'affaires, donc en règle générale, les grands noms américains, donc Goldman Sachs, Merrill Lynch, tout ça là, leurs divisions banques d'affaires vont aller chercher des investisseurs pour toi, pour trouver, disons qu'ils cherchent à lever 500 millions sur 1 milliard, sur 5 milliards, donc ils vont mettre en bourse 10% du capital. Donc ils vont prendre ces 10% de capital, c'est ces 10% d'actions-là qui vont se retrouver en bourse, et ils vont les faire acheter par des investisseurs, souvent de très gros investisseurs qui mettent des énormes tickets d'un coup. Tu t'amuses pas à faire des petits trucs. Et ensuite, c'est là que les petits rentrent et les petits achètent pour 50 balles, pour 100 balles, pour 1 million, pour... voilà. Donc sur ces 500 millions, la banque d'affaires reçoit une com. La com, ça dépend de la valo, ça dépend de plein de choses, mais en règle générale, une com d'IPO, t'es entre 1 et 3%. De ce que je sais. Encore une fois, je connais pas tout ce qui est pratiqué. Plus t'es risqué, plus la banque d'affaires est payée, mais globalement 1 à 3%. Donc, si tu veux, une banque, quand elle va lever 100 millions, elle va récupérer, disons, 3 millions plus des fees de structuration du deal, des machins comme ça. Donc ça, c'est ce que la banque va récupérer, elle, en cash, quoi. Donc, 3 millions par paquet de 100 millions, donc tu fais 3 fois 5, 15. Là, sur une IPO comme ça, théoriquement, je sais pas qui est la banque derrière d'affaires, mais disons Goldman,
Goldman va se récupérer 15 millions plus des fees de structuration. Goldman va récupérer, disons, 17 millions. Grosso merdo, je pense qu'on ne doit pas être loin de la vérité. Normalement. Ensuite, une fois que tu as retranché ces 17 millions, tu as 400 et quelques millions qui arrivent sur les comptes de la... Du coup, il reste, disons, 480 millions qui arrivent sur les comptes de Reddit. Tu as une partie qui est là pour développer, comme toute levée de fonds normale. Donc, tu te retrouves avec, disons, 450 millions pour développer. Et au milieu de ça, les 30 millions de delta, ils sont répartis entre des gens qui font ce qu'on appelle du cash out. Donc, qui, lors de ce système-là, vendent des actions pour récupérer du cash. Et c'est en effet le moment, comme tu l'as très bien dit, où les fondateurs... la plupart du temps se goinfrent. Alors il y a des mecs qui se goinfrent avant, il y a des mecs qui se démerdent très bien pour à chaque levée de fonds liquider une partie de leur stock et récupérer du cash, mais la plupart du temps, ce qui est admis, on va dire par on va dire le code de chevalerie des startups, c'est tu prends ton blé au moment de l'IPO ou au moment de la vente, mais souvent du coup, pour ceux qui marchent le mieux, au moment de l'IPO. Et là, les fondateurs, en fonction de ce qu'ils ont, liquident entre 10 et 15, peut-être 20 gros max % de leur stock d'actions. Quand je dis 20% de leur stock d'actions, c'est si il reste 30% au mec, ils liquident entre 3 et 6%. Pas 20% sur le global, c'est 20% de ce qui lui reste. Et donc, si tu veux, sur une valo à 5 milliards, si tu liquides, disons, 3% à 5 milliards, il va falloir faire le calcul, ça va être compliqué, mais ça te fait un truc genre 150 millions, si je dis pas de conneries. Donc le mec se retrouve avec 150 millions dans la poche. Ok, j'ai une question de débutant. Avant impôt, hyper important. Ouais. Avant impôt, faut savoir que une fois qu'un truc comme ça se passe, là on est dans un cas, parfait où tous les investisseurs ont gagné de l'argent et les clauses que j'évoquais avant de liquidité préférentielle ne s'appliquent pas et le mec vient pas se faire dissoudre sur ses propres gains. Mais donc sur un truc, une intro à, disons, à 5 milliards et un mec, il lui reste, il va pouvoir liquider environ 3%, ce qui semble assez market practice, le mec va se récupérer 150 millions de cash et ensuite il y a les impôts qui passent, ils vont lui prendre 30%. Le mec va se retrouver grosso merdo avec 100 millions de cash. Question pour une IPO que je ne comprends pas. Comment ça se passe? En fait, c'est les investisseurs et les fondateurs qui sont dilués et du coup on va libérer 20-30% qu'on va lâcher de la nature et on va laisser les investisseurs, les particuliers et les banques d'affaires rentrer là-dedans. Ou alors c'est les actions, des parts qu'on crée nulle part. C'est une question qui peut paraître débile, mais j'ai du mal à comprendre comment c'est organisé à ce niveau-là. Alors ça dépend de plein de choses, mais sur le jour de l'IPO, ce que tu fais, c'est que tu fais une augmentation de capital. Enfin, à ma connaissance, pas tout le temps. Pour être très clair, il y a différentes méthodes, parce que pendant une longue période, il y a eu ce qu'on appelle des SPAC. Tu as dû entendre parler de SPAC, et là, ce qui se passe, c'est que c'est une fusion entre une société vierge dans laquelle il y a juste de l'argent et une société existante qui veut cet argent. WeWork, typiquement, devait rentrer en bourse avec une SPAC. Je crois, mais j'ai un doute, que Airbnb est rentré en bourse avec une SPAC. Donc là, tu fusionnes deux sociétés et il y a du coup une nouvelle compagnie qui est la résultante de la fusion des deux. Et la résultante de cette fusion des deux permet que la société ait levé l'argent et que les actions soient mélangées. Donc chaque personne qui avait ce qu'il fallait reçoit son pourcentage d'actions, entre guillemets. Ça, c'est une méthode, mais qui n'est pas utilisée. Je ne crois pas que Reddit, dans le cas de Reddit, je ne crois pas qu'il y soit question de SPAC. Donc, dans le cas de Reddit, ce qui risque de se passer, à mon avis, encore une fois, je n'ai pas les documents, mais ce qui risque de se passer, c'est qu'il va y avoir une augmentation de capital. Cette augmentation de capital, elle va créer de nouvelles actions. Ces nouvelles actions vont être mises dans un pot d'un nouveau 100%. Donc, en fait, tu as raison dans les deux cas de figure. Un, les fondateurs et les investisseurs existants sont dilués par un ajout de nouvelles actions qui sont distribuées sur le marché public aux différents investisseurs que j'évoquais tout à l'heure. Par contre, quand il y a du cash out, c'est là où ça devient différent. Quand il y a du cash out,
Là, c'est une vente directe. Donc, quand derrière un fondateur dit bah moi je veux vendre tant d'actions parce que maintenant je suis coté en bourse, je veux récupérer du blé. Là, c'est une vente. Quand je dis une vente, c'est-à-dire qu'il va sur une plateforme ou sur une banque, où il appelle sa banque et il dit je veux vendre 10 000 de mes titres pour 50 millions. Et ces 10 000 titres pour 50 millions, il trouve un acheteur. Et là, c'est une vente. Il les a plus. Voilà, il a l'argent, mais il a plus les titres du tout. Mais il n'y a pas eu de nouveaux titres émis. Dans le cadre d'une IPO ou d'une levée de fonds de n'importe quelle taille, ce qui se passe la plupart du temps, c'est une augmentation de capital et donc le mécanisme que je viens de décrire. Ok, mais du coup, en gros, ce qui se passe, c'est on va libérer 10, 20, 30, 40% de la boîte qu'on va donner aux investisseurs publics. Enfin, quand je dis public, c'est les ménages et c'est les... Ok. Exactement. Ok, désolé, hein, je connais pas du tout ce non, monde. Non, mais pour le coup. c'est compliqué. Et même dans les réponses que je te fais, il faut rester prudent parce que la finance est souvent très très créative et donc si ça se trouve, ce sera une autre méthode qui sera utilisée que je connais pas ou que je connais pas bien. Mais c'est vrai que les méthodes habituelles de levée de fonds, tu as l'augmentation de capital, tu as ce qu'on appelle aux États-Unis des SAFE ou des BSAR en France, c'est-à-dire en gros je mets de l'argent, on définit pas de valo à un instant T et puis le jour où on convertit, on définit une valo et ils seront convertis sur ce montant-là. Ou des SPAC pour les grosses entrées en bourse. Donc en gros fusion de sociétés. Mais ça se trouve il y a d'autres trucs que je connais pas et qui seront utilisés là dans le cadre Elite. Alors, autre question, peut paraître aussi une question débutante, mais finalement, si les actions, il y a un gros dump massif que tout le monde vend les actions qu'il a achetées d'une société, en soi, ça n'a aucun impact sur le résultat, sur l'argent, le chiffre d'affaires, les bénéfices que peuvent générer cette société. Donc, finalement, à part un jeu spéculatif, si jamais une boîte voit sa valorisation tomber à zéro parce qu'il y a plein de personnes qui s'amusent à dumper à la figure de la société, en soi, ça n'a aucun impact dans l'économie réelle pour la boîte, on est d'accord? Ça peut avoir des impacts. En fait, ça dépend. C'est trop facile de donner une réponse oui ou non. Ça peut avoir des impacts si la boîte a besoin de se refinancer. Ça peut avoir des impacts de confiance. Tu vois, dans le cadre d'une banque, si ton action tombe à zéro, il y a de grandes chances que les gens viennent retirer leur fric le lendemain matin. Donc, c'est pas tout à fait vrai. Il y a un aspect marketing, il y a un aspect confiance, il y a un aspect chercher du financement. Parce qu'il faut savoir que quand tu es une très grosse boîte cotée en bourse, que tu vas chercher des prêts, tu fournis ce qu'on appelle soit des corporate guarantees, soit des nantissements de titres. En gros, tu dis si je rembourse pas la banque, alors vous prenez mes actions. Ok? Parce que mes actions ont une valeur. Et là-dessus, on te donne ce qu'on appelle une LTV. LTV, c'est une loan to value. Donc tu dis j'ai 100 millions de mes propres actions, je vous les mets en contre-garantie et là-dessus, vous me filez une LTV de 60. Ça veut dire vous allez me filer 60 millions en échange de mes 100 millions de contre-garantie. Si je merde, vous me piquez mes 100 millions d'actions. Pourquoi la LTV elle n'est pas de 100%? C'est parce que le banquier il dit ouais, mais si vous merdez, votre action elle va déconner, donc elle va plonger petit à petit. Donc moi j'estime qu'au moment où je convertirai mon truc, ça vaudra plus que 60. Donc dans le pire des cas, je me cape à 60. Le chiffre que je donne n'est pas vrai, hein. Ça peut être 40, ça peut être 30, ça peut être 70, enfin il n'y a pas de règle. Hein. Enfin il y a des règles mais elles sont pas officielles, tu fais ce que tu veux. Donc, tu as ta LTV et donc ton cours de bourse est important. Pourquoi? Parce que tu as des banques qui disent ok, je te garantis 100 millions de prêts et tu me donnes en face de ça 150 millions d'actions. Sauf que l'action se fait dégommer et l'action tombe à 50, donc tu es en dessous de ta LTV. Donc là, la banque panique et fait ce qu'on appelle dénoncer les lignes. Elle dit en fait, moi je suis plus couvert, donc hors de question qu'on continue à faire le prêt. Vous me remboursez le prêt demain matin. Et là, ça peut foutre la boîte dans la merde. Normalement, ça n'arrive pas. Normalement, il y a plein de règles et de contrats qui font que ce cas de figure ne peut pas se passer. Mais c'est un peu ce qui s'est passé en Chine avec Evergrande. En fait, les banques ont paniqué parce qu'à un moment, l'action Evergrande valait plus rien. Donc ils ont dit, ouah putain, on laisse pas nos billes là-dedans. Moi, je veux récupérer mon blé, je réalloue pas les lignes, je casse des contrats, je me démerde pour récupérer mon argent le plus vite possible pour être payé en premier, avant les autres créditeurs.
Donc ça, c'est un premier truc. Maintenant, théoriquement, ce que tu dis est pas faux. L'action, elle descend, elle est divisée par 10. Si ta boîte, elle fait 500 millions de chiffre d'affaires, et que là-dessus, elle fait 100 millions de marge, et que tu n'en as rien à branler de ton cours de bourse, à la limite, oui, ça va pas tuer la boîte que ton cours de bourse descende. Par contre, il y a peu de chances que le cours de bourse descende sur une boîte qui marche vraiment bien. Tu pourras avoir des bumps. Tu peux te faire un moins 10% parce que t'es moins sexy, t'es moins bien valorisé, t'es moins ce que tu veux. Mais la réalité, c'est il descendra pas à zéro ton cours de bourse parce que si tu fais 100 millions de résultats nets, il y aura toujours un mec pour venir, entre guillemets, acheter ces 100 millions de résultats nets. Tu vois, donc le cas de figure où ta boîte se porte méga bien, mais l'action tombe à zéro, il n'existe pas à ma connaissance. Enfin, je crois, en tout cas, de ma carrière, de toutes les personnes avec qui j'ai discuté, de tous les invests que moi j'ai pu faire en bourse, je n'ai jamais vu ce cas de figure. Les seules actions que j'ai vu dégringoler très 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 bas, eh bien, c'est des boîtes qui marchaient pas ou qui avaient des gros problèmes structurels. J'ai vécu le truc à titre perso. J'ai vécu le truc 2 fois. Une fois sur WeWork et une fois sur un truc de cannabis thérapeutique. Voilà. Les 2 fois où c'est arrivé, la boîte avait des merdes. Et WeWork était en redressement, enfin en liquidation. L'action est partie à zéro, donc là, ok, c'est dead, j'ai perdu. Et dans l'autre cas, la boîte n'est pas partie en liquidation, j'ai toujours l'action, elle vaut pas grand chose, mais j'ai toujours l'action. Donc, le cas que tu évoques est vrai techniquement, mais dans la vie ne peut quasiment pas se passer. Super intéressant. Merci. De rien. Ok, on enchaîne. Alors, d'après les infos que j'ai, je te dis hein, ce que j'ai vu sur pas mal de médias américains, ils avaient du coup, je répète ce que j'avais dit tout à l'heure, ils avaient une dernière valorisation à 10 milliards suite à une levée de fonds de 410 millions en 2021. Ouais. Et aujourd'hui, avec l'état actuel du marché, et avec aussi le fait qu'il soit pas rentable, et avec aussi les polémiques sur les licences qu'ils condamnent, parce que forcément, en fait, à partir du moment, leur boîte, c'est une communauté géante. En gros. C'est une communauté géante qui réunit des centaines de milliers de petites communautés de taille plus ou moins grande et avec une influence plus ou moins grande d'ailleurs. Peut-être qu'on fera une vidéo spéciale GameStop, même si c'est quelque chose qui est passé depuis longtemps. Mais c'était quand même une aventure qui est assez incroyable. Je vous invite, les personnes qui nous regardent, si vous ne connaissez pas l'affaire GameStop, à regarder un peu. À mon avis, il y aura peut-être un film d'ailleurs. Il y a un film, qui est sorti. Okay. Il est sorti au ciné il y a moins de 3 mois, donc il n'est pas encore dispo sur les plateformes. Mais je pense que honnêtement, dans le mois qui vient, là, il sera dispo sur les plateformes. Ouais, ça s'appelle Dumb Money. Ok, super intéressant. Du coup, ils visent avec cette IPO une valorisation à 5 milliards. T'en penses quoi sur ça? Et surtout, en fait, non seulement t'en penses quoi sur ça, et tu penses quoi des deux événements qui font un peu flipper les pronostiqueurs, si je peux dire. En l'occurrence, le fait qu'ils vont laisser 70 000 membres de leur communauté investir au prix de l'IPO, et donc forcément derrière une instabilité qui n'est pas forcément négligeable. Surtout s'ils sont un peu trop gourmands et ils visent une target au-dessus des 5 milliards, donc peut-être vers les 10 milliards. Et dans ce cas-là, on peut imaginer que les 70 000 personnes qui s'organisent autour de subreddits comme Wall Street Bets, Paris à la baisse, et donc forcément derrière une dégringolade. Premièrement. Et deuxièmement, sur la polémique autour des licences IA qui vendent, que je trouve assez dingue quand même, pour venir alimenter les modèles IA des plus grands groupes. Alors, c'est 2 très bonnes questions. Je vais commencer par celle de l'IA si ça te va bien, parce que pour moi c'est le plus gros risque. En fait, Reddit est une boîte très particulière. C'est pas la boîte que je connais le mieux, mais de ce que j'en comprends et de ce que je comprends de sa communauté, c'est une boîte très très particulière, et le cas GameStop est parfait pour ça. C'est une boîte où il y a un attachement méga fort à l'éthique qu'elle propose. Donc si tu commences à faire des trucs que tes users n'aiment pas, fondamentalement ta boîte vaut quasiment zéro.
t'as pas forcément. Enfin, je veux dire, tu vois, t'es une espèce de network hyper compliqué à mettre en place sur un Facebook, sur un Instagram, machin. Sur un Reddit, t'as ce même problème avec des subreddits et ainsi de suite. Mais c'est plus facile, je pense, de faire bouger ta communauté. Tu vois, de Reddit à School, par exemple, même si c'est pas la même chose, mais tu pourrais t'organiser autrement. Et donc, ce qui marche très bien chez Reddit, c'est le côté tu peux dire ce que tu veux. T'as pas de censure ou t'as très 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 peu de censure sur cette plateforme. Et l'attachement communautaire est hyper fort. Donc si les mecs sont pas contents que leur data soit utilisée pour train des IA, ça peut vraiment foutre le bordel. D'autant plus que le premier deal est avec Google et que Google dans un deal, c'est toujours compliqué. C'est toujours compliqué pour plein de raisons politiques, d'image, d'hégémonie, de machin, de trucs. Et je suis pas sûr que ça colle parfaitement avec la vision que les utilisateurs ont de Reddit. Google, c'est quand même beaucoup plus censuré, c'est beaucoup plus fermé comme système, c'est pas la même, comment dire, c'est pas la même culture d'entreprise, pas du tout. Donc je pense que là, moi, il y a un vrai risque. Par contre, côté business, il y a un vrai avantage. Ils font 60 millions de pertes, le contrat avec Google est de 60 millions. Je veux dire, t'as vite fait le calcul de quel problème ils sont en train de régler avec ça. C'est très très simple. Voilà. Deux, c'est un contrat annuel, donc c'est du vrai récurrent. Du vrai récurrent sur de l'IA, ça doit être très très bien valorisé d'un point de vue marché. Et puis, en même temps, il se trouve 10 contrats de ce type, ils multiplient par 2 leur chiffre d'affaires, et immédiatement, ça devient une boîte qui fait plusieurs milliards annuels, comme tu l'as dit, hors récurrent. Et en plus, c'est du free cash flow complet. Parce que ouais, sans coût. Aujourd'hui, ils maintiennent la plateforme, donc toutes leurs dépenses à 60 millions près tombent juste. Tout le reste, tout ce qu'ils vont gagner avec ce truc IA, c'est du free cash flow, parce que je suppose que dans l'accord, à part un peu de dev pour que Google puisse accéder au truc, c'est Google qui, à mon avis, se démerde du scrapping, c'est Google qui se démerde de l'entraînement, c'est Google qui se démerde d'avoir ses devs pour trouver ce dont il a envie. Tout ça est géré par Google. Donc, à mon avis, c'est 60 millions de free cash flow. C'est une taxe de 60 millions de la part de Reddit sur Google. Bon. Et d'autres, de demain. Donc, en effet, ce sera que du free cash flow. Donc, c'est un super business. Je pense que c'est un business incroyable à un moment où on a besoin de ça pour entraîner des IA. Donc, et à un moment où, voilà, où le truc est massif. D'ailleurs, tu sais qui est le troisième actionnaire de Reddit et le premier actionnaire particulier? Sam Altman. Voilà, bah, t'as compris que ça vient pas de nulle part non plus. C'est-à-dire que... C'était pas d'ailleurs un ancien CEO de Reddit, Si, Sam Altman? Alors Ok. c'est très drôle. Pour l'anecdote, c'est très drôle. Il a fait 8 jours en tant que Ok. CEO de... voilà. Mais il est au board depuis 2014 ou 15 ou 16. J'ai pas la date exacte. Mais... Et jusqu'en 2022, il était actif au board. D'où le fait qu'à mon avis, il a investi dans la boîte massivement. C'est pour ça qu'il a aujourd'hui entre 8 et 9%. Alors les chiffres sont pas toujours très, très clairs. Il y a du 9,2, 8,7. Mais bon, grosso merdo, 9%. Il a dû investir et il a dû recevoir un paquet de compensations en actions à des moments où ça valait pas grand chose. Et donc, c'est très smart, comme d'habitude. Et à mon avis, cette stratégie vient, je dis pas qu'elle vient de lui, mais il n'est pas complètement étranger au truc, si tu veux. Bon. Donc tout ce sujet fait qu'à mon avis, le plus gros risque, ce serait de perdre leur communauté en essayant de gagner plus. Ça, c'est un vrai risque. C'était quoi l'autre risque que tu m'avais dit? L'autre risque, c'était les 70 000 users qui vont avoir le droit d'investir au prix de l'action à partir du moment où il va rentrer en bourse. Donc Ouais. forcément, beaucoup de personnes qui vont avoir un certain poids et qui peuvent aussi engendrer une certaine instabilité. Moi, Là ça, où, là, tu pourrais me dire, très certainement, l'argent qu'ils vont mettre va être tellement dérisoire que ça ne va n'avoir aucun impact. ouais. Sans doute. Mais, encore une fois, lorsque tu te remémores un peu l'influence qu'ont pu avoir certaines communautés Reddit, 70 000 personnes, c'est quand même pas rien. Si demain ils sont pas contents de ce que font les hauts dirigeants et qu'ils ont justement cette possibilité de leur dumper à la figure,
Je pense que c'est aussi pour ça qu'ils mettent une target aussi faible. Je pense que limite ils sous-évaluent, même s'ils n'ont pas encore fait, même s'ils sont pas encore rentables. Ils ont quand même fait 800 millions de CA aujourd'hui, avec en plus un business model qui, comme tu l'as dit, c'est du free cash flow. À mon avis, c'est peut-être justement une stratégie de dire, ok, on va évaluer la boîte à 5 milliards pour faire en sorte que on soit en dessous de notre véritable valeur pour justement éviter un dumping, parce que les types sont pas débiles non plus, ils savent que le truc est sous-évalué et donc que le truc va monter, et donc on va éviter cette instabilité-là à la baisse, quoi. Alors, ouais, je comprends ton truc. Moi, je trouve que c'est une très bonne idée de faire rentrer ta communauté. En fait, justement, ils apprennent de ce truc-là, de l'épisode GameStop, si tu veux. Quand tu fais rentrer ta communauté, si ta communauté est vraiment engagée, et je pense que c'est le cas avec Reddit, au contraire, à l'inverse, elle va défendre le jour où il y aura des problèmes d'ordre des fonds un peu vautours qui viennent attaquer ton action et tout ça. Donc ça, moi, je pense que c'est plutôt un bon move. Le problème, c'est le mélange des deux trucs. C'est que si les mecs sont pas contents à cause de ces questions d'IA, là, ils vont te péter à la gueule. Mais à mon avis, ils dumperont pas l'action. Les mecs ont... Si les mecs vraiment, c'est une partie de leur vie importante, ils ont aucun intérêt à venir dumper l'action. Ça, moi, j'y crois pas. Moi, je trouve que la première partie, c'est une super bonne idée. C'est la deuxième partie qui peut être hyper bien d'un point de vue business, mais qui d'un point de vue création de communauté, et me semble relativement dangereux. Et là, on touche un point méga important, et je pense qu'on touche un point crucial de notre chaîne YouTube telle que nous, on l'envisage. Enfin, et des discussions qu'on a sur à la fois les communautés, le business, les startups, les levées de fonds et ainsi de suite, c'est il est en train de se passer un truc qui n'existait pas il y a encore ne serait-ce que quelques années. Je veux dire, même Facebook, la communauté ne décide pas du sort de l'action. Là, et ça fait 2-3 fois qu'on le voit, notamment sur des boîtes crypto et tout, la communauté commence à avoir une influence réelle, importante et drastique sur le futur de l'action et sur le futur du coup de la société. Et donc, tu as des indicateurs de revenus financiers, ok, on va faire 60 millions grâce à Google, mais tu as un indicateur de jauge de contentement de ta communauté. Et si ta communauté te pète à la gueule, tu perds tout. Sauf que à l'époque, Facebook a réussi à, tu vois, avec les affaires Cambridge Analytica et tout, à faire du méga bad buzz. Bon, ça a un peu stoppé leur croissance, oui, il y a des gens qui se sont barrés, oui, il y a des gens qui utilisent moins Facebook, oui, il y a eu quelques lois qui empêchent de faire de la pub aussi précisément qu'à une époque, blablabla. Ok, fine. Ça n'a pas tué Facebook, ça n'a pas tué Insta, ça n'a pas tué WhatsApp, et voilà. Par contre, si là, il se passe un truc Wall Street Bet contre Reddit, en effet, ça peut les tuer. Donc Reddit est obligé d'être super précis et de parfaitement comprendre à la fois les dynamiques de communauté et à la fois les dynamiques financières pour réussir à faire performer son groupe. Parce que quelque part, les utilisateurs de Reddit, je parle pas de ceux qui sont actionnaires, mais des autres, c'est que le groupe il gagne de l'argent ou pas, c'est pas leur sujet. Ils en ont rien à branler. Donc s'ils veulent arrêter Reddit parce qu'ils ont trouvé mieux ailleurs et que Reddit gagne pas d'argent, bah c'est pas un problème. T'as pas un following que tu... Enfin, alors tu peux créer tes subs et donc si tes subs ils sont suivis, tu dois pouvoir monétiser machin, mais t'as pas ce même côté, je trouve, vraiment création, machine à créer des stars que t'as sur Insta, que t'as sur YouTube, que t'as sur TikTok, même Twitter, même Thread, même machin. T'as pas ce côté vraiment personnification. Donc les mecs ils sont libres de se barrer demain matin, c'est pas un sujet. Pour revenir sur la comparaison avec Facebook, je pense qu'elle est intéressante, mais Facebook pour moi n'est pas une plateforme communautaire. Facebook c'est vraiment un réseau social où tu as de feed avec les personnes avec tes amis, tes potes et compagnie. Et à l'intérieur de ce réseau social, tu peux créer des communautés. Là où Reddit, le business model même, l'idée même de la plateforme, c'est vous allez créer des communautés et point final. Et donc en ce sens, je trouve que Reddit s'approche beaucoup plus d'un Discord, s'approche beaucoup plus d'un School et d'un Telegram aussi avec les groupes qui sont en train de créer que d'un Facebook. Et justement, ça m'intéresse parce que aujourd'hui, avec une grosse différence, c'est que là maintenant on compare des boîtes cotées et ni School, ni Discord, ni Telegram, ni aucun concurrent du style n'est une boîte cotée. Là, la difficulté, elle vient pas de leur business model c'est des communautés. Je l'ai comparé avec Facebook parce qu'en fait, en coté, malheureusement,
c'est l'exemple, à mon avis, le plus proche qu'on ait. Tu vois ce que je veux dire? En coté en bourse, ben, l'exemple le plus proche, c'est Facebook avec leur groupe. Et c'est là que tu te rends compte qu'ils vont avoir une tâche extrêmement compliquée. C'est de faire comprendre, parce que je te donne un exemple. Moi, je bosse avec beaucoup de family office, de petits fonds, de gestionnaires de patrimoine, de machin, de mecs qui allouent tous les ans entre 2 et 10 millions. Comment tu vas faire comprendre à des mecs de 50 ou 60 ans qui ne font aucune différence entre, si tu veux, Snapchat, Facebook et Reddit, que la dynamique de communauté ne se gère pas de la même manière et que la dynamique de communauté peut les faire exploser à la hausse comme leur péter à la gueule. Et ça va être hyper compliqué. T'as des mecs qui vont prendre des paris débiles en se disant ouais, c'est le prochain Facebook. Mais qui comprennent pas, ils achètent en se disant ouais, réseaux sociaux, coté en bourse, j'achète. Ok. Bon. Et t'as des mecs qui vont dire ah non, j'achète pas, c'est une action de merde parce que en fait, si les mecs sont pas contents, ils se barrent, donc je comprends pas comment ça fonctionne, donc c'est niqué. Et tu vas avoir des extrêmes de mecs qui vont se battre, c'est sûr, et qui vont pas comprendre la dynamique de création de communauté et la dynamique de creator economy au sens profond du terme, ou en tout cas au sens création de communauté du terme. Hyper intéressant. Je pense Selon que, toi, honnêtement, on pourrait passer des heures à essayer de creuser, si tu veux, et on le fera peut-être un peu dans chaque podcast qu'on va faire, si tu veux, de creuser cette fine pellicule de mélange de finance, de communauté, de social media, d'utilisateurs actifs, et tout ça s'articule de manière très très précise. Et si t'as pas la pile la bonne recette, je pense que ça peut mal se passer. Mais paradoxalement, si tu veux mon avis fondamental, je pense que Reddit comprend cette dynamique fondamentale. Et moi, je pense que sur le long terme, Reddit va plutôt bien marcher en bourse. Mais ça va mettre du temps. Je pense qu'il va y avoir, typiquement un peu à la manière de Facebook à l'époque, il va y avoir une courbe comme ça. Ils vont monter un peu parce que tout le monde va se chauffer. Quand tout le monde va être en haut, tout le monde va se dire mais attends, je comprends pas exactement ce que ça fait. En fait, j'ai pas réfléchi, j'ai acheté parce que tout le monde s'est chauffé, parce que c'était la seule IPO de 2024 en tech qui me semblait valable. Nanana. Ça va redescendre, tu vas avoir une vallée un peu compliquée et ça va repartir quand les gens se seront dit bah ouais, c'est un vrai business, voilà comment ils gagnent de l'argent, voilà pourquoi ça fait sens, voilà les problèmes, voilà les possibilités. Et par contre, je pense qu'il vaudrait mieux Reddit quand même, s'ils veulent réussir, que dans les 2 ans qui viennent, ils réussissent à être rentables ou proche de la rentabilité. Parce qu'on n'est plus en 2021 et les gens ont plus envie d'avoir des actions très 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 déficitaires. Et ça, je pense, pendant au moins encore 2 ans. Donc, soit ils arrivent à trouver une rentabilité rapide, soit ils arrivent à trouver assez de cash pour pouvoir tenir assez longtemps pour qu'on reparte dans une dynamique de croissance. Mais faut pas que la situation actuelle reste trop longtemps et ou qu'ils aient pas assez de cash pour sortir de cette situation, tu vois. Parce que sinon là, ça peut devenir un peu compliqué. Voilà. Ok. Bah écoute, super intéressant. Tout ça ne sont pas des conseils financiers, blablabla. Mais justement, justement, est-ce que toi, tu vas acheter ou pas? Moi, je vais acheter. Tu vas acheter. Je vais acheter Reddit. Je vais acheter Reddit. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il faut le faire. Je crois que c'est hyper important de préciser ça, hein, mais parce que là, on est sur du conseil financier ou je sais pas quoi, mais enfin, ce n'est pas du conseil financier. Mais moi, à titre perso, en effet, je vais acheter Reddit. Moi, techniquement, j'y connais pas grand-chose, mais d'un point de vue purement business, aujourd'hui Reddit c'est le 3e site le plus visité aux États-Unis, et leur seul business model avant la vente de licence, c'était les pubs. Or, les annonceurs étaient un peu paumés sur la plateforme, ne savaient pas réellement comment ça marchait, n'étaient pas forcément habitués à ce type de communauté-là. Et puis, il y avait aussi tout un problème de modération avec pas mal de subreddits qui étaient un peu border. Ouais. Et pourtant, ils ont quand même réussi à faire 800 millions de CA, même s'ils sont pas rentables, en 2023. Aujourd'hui, ils ont un nouveau modèle d'affaires où ils vont vendre des licences et on s'en rend vite compte que ça peut être très facilement rentable. Grâce à ça, ça peut leur permettre d'atteindre la rentabilité, d'atteindre le free cash flow, comme tu dis. Mais en plus de ça, on voit d'autres plateformes communautaires qui développent des modèles
qui sont différents. On pense notamment au modèle du Telegram Premium, qui permet aux personnes d'avoir des petites options supplémentaires qui coûtent 4 euros par-ci, 5 euros par-là et compagnie. Donc ça, on peut très bien imaginer des modèles premium sur ce modèle d'affaires-là, ou alors un modèle à la school où les personnes, ils vont créer des communautés qui sont payantes directement sur Reddit. Alors, j'ignore si c'est possible ou pas d'ailleurs de le faire dès maintenant, mais si c'est pas encore possible, rien ne les empêche demain de créer justement des communautés qui sont payantes et derrière de prendre des commissions sur l'argent qui est récolté sur ces communautés-là. Donc, c'est pour ça que je suis assez bullish. Bah, techniquement, sur tout ce qui est IPO et tout, j'y connais rien. Mais d'un point de vue business pur, d'un point de vue trafic qu'ils ont et opportunité de business model, je pense qu'ils ont encore beaucoup de choses à faire. Et je pense qu'ils ont pas mal de voies pour être rentables. Ouais, ouais, je suis la même analyse que toi, si tu veux. C'est-à-dire que je me dis, ok, il y a quelques risques, mais c'est plutôt, si tu veux, une boîte qui me rassure et une boîte où je me dis qu'il y a de l'avenir, tu vois. Tu vois, par exemple, faut pas oublier, hein, Nvidia, par exemple, a été créée en 1993 et sa vraie explosion en bourse, elle a été sur les 2 dernières années, gros max, quoi. Tu vois. Et je pense que Reddit, on peut avoir un truc vraiment à long terme. Le temps que tu vois, les communautés deviennent vraiment installées, que les gens comprennent, que les investisseurs comprennent, que le truc prenne vraiment et tout ça. Et je pense que s'ils manœuvrent ça, ils peuvent devenir potentiellement le numéro 1 sur les communautés. Tu vois. Enfin, Skool est encore loin de ce volume. Skool est encore loin de cette capacité à attaquer et tout ça. Reddit existe depuis 2005. Il y a mine de rien une antériorité, une expérience, un savoir-faire des fondateurs et des équipes top niveau à un point extraordinaire. Enfin, moi, je crois bien en Reddit. Peut-être que je dis de la merde, mais je crois bien en Reddit. Comme d'hab, on fera un point d'ici quelques mois du coup. Exactement. Je pense qu'il faudra qu'on se fasse d'ici quelques mois un petit épisode où on liste tous les points qu'on doit revérifier et on se dit ok, raison, tort. Toutes les conneries qu'on a pu dire. Ah ouais, c'est ça, on compte les points. On se fait un petit compteur de points et celui qui a dit le plus de conneries, je sais pas. On trouve un gage. Ça roule. Bah écoute, Allez. à la prochaine. À la prochaine.